Bonjour, alors c'était une petite vidéo pour reprendre contact après les vacances d'été. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresserait aujourd'hui d'aborder, ce serait deux textes. Donc un texte de Conrad, Joseph Conrad, romancier qui a, qui a écrit à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et un texte de Henri de Monterland qu'on a déjà évoqué sur cette chaîne, qu'on connaît bien maintenant. Et en fait, pour faire le lien entre ces deux textes, entre ces deux auteurs, j'ai la figure historique de Bolivar. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que deux auteurs qui sont situés à deux époques différentes et qui sont de nationalités différentes citent la même personne, Simon Bolivar, et avec la même idée derrière la tête. Et quelle est cette idée derrière la tête? C'est de discréditer la cause révolutionnaire. En gros, ça sert à rien de s'engager dans des luttes politiques. Il y a une certaine forme de stérilité à vouloir s'engager dans toute forme de lutte politique. Voilà. Donc on a affaire avec Conrad et Henri de Monterland à deux grands pessimistes sceptiques sur le plan politique. Mais comme on le répète souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire Monterland, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire Conrad, bien au contraire. On n'oublie pas que Balzac, grand clérical, grand monarchiste légitimiste, était pris très au sérieux par Balzac et Engels, et même Engels dans sa correspondance dit explicitement qu'il met Balzac au-dessus de Zola, qui est pourtant lui un homme de gauche. Donc c'est pas grave, mais c'est l'occasion de se poser la question, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la lutte révolutionnaire et qu'est-ce qui anime les acteurs pendant une révolution, les acteurs politiques, et ça permet aussi d'aborder le thème le concept de ruse de la raison chez Hegel, et qui lui explique donc, si j'ai bien compris à travers la ruse de la raison, le fait que rien de grand ne s'accomplit sur le plan historique, sur le plan politique, sans passion. En fait, la ruse de la raison, si j'ai bien compris, c'est que c'est en laissant se déployer les passions à l'échelle individuelle qu'on peut espérer à faire accomplir de grandes choses à l'échelle macro, à l'échelle historique, à l'échelle politique. Il y a cette ruse-là qui consiste à utiliser les passions individuelles pour faire accomplir de grandes choses à une échelle beaucoup plus grande. Donc, bien sûr, Hegel, là, ne dirait pas du tout la même chose que Conrad ou Monterland, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est une histoire comme ça d'aborder un peu tous ces sujets-là et puis juste de reprendre contact avec vous. Donc, premier texte. Donc c'est celui de Conrad, Joseph Conrad, donc qui a écrit le roman Nostromo. Et donc ce texte vient donc de ce roman, et on est à un moment où on est à un dialogue entre deux personnages, un personnage masculin, Martin Decoux, qui a longtemps vécu à Paris, qui est de retour dans son pays en Amérique latine, et qui fait face à Antonia dont il est amoureux, la belle Antonia. Et ce sont deux jeunes aristocrates. Et en fait, ils sont en plein trouble politique. Il y a un coup d'état militaire qui a lieu au moment où ils se parlent. Et ils se posent la question de comment on doit réagir, qu'est-ce qu'on doit faire. Et Martin, lui, en dandy parisien, on dirait vraiment un personnage qui vient tout droit de la comédie humaine ou qui vient de Maupassant ou de Flaubert. Martin Decoux est assez sceptique et assez ironique et assez détaché en fait dans sa manière de voir le monde. Mais il est amoureux d'Antonia, et elle, il fait face à une jeune femme qui, elle, sous l'influence de son père aussi, croit en la politique et a envie de redresser son pays. Et elle est complètement, elle se lance corps et âme dans le patriotisme. Et du coup, Martin se retrouve un petit peu lui aussi pris dans cette grande vague patriotique, un peu malgré lui,
parce qu'il est en fait amoureux d'Antonia. Et en fait, c'est par la passion amoureuse qu'il va se mettre à s'engager politiquement en fait, même si au fond de lui, il n'y croit pas. Donc, on va voir ce texte-là où on est en train de comprendre ce qui est en jeu entre les deux personnages. Après, à Montero, il y aurait un autre. Donc, Montero, c'est le général militaire qui est en train de faire le coup d'État dans le pays, en Amérique latine. Et ce serait l'anarchie d'une populace de toute couleur et de toute race. La barbarie, l'irrémédiable tyrannie. Comme l'avait dit le grand libérateur Bolivar, dans l'amertume de son cœur, et là, il y a une citation de Bolivar, « L'Amérique est ingouvernable. Ceux qui ont travaillé à son indépendance ont labouré la mer. » Fin de la citation. Peu lui importait, déclarait-il hardiment. Il ne manquait pas une occasion de lui dire que bien qu'elle eût réussi à faire de lui un journaliste blanco, il n'était pas un patriote. Donc, journaliste blanco, parce qu'en fait, ce sont deux jeunes aristocrates donc, qui sont dans le camp des Blancs. Et un peu plus loin, donc, Antonia lui dit « Mais nous travaillons pour changer tout cela, protesta Antonia. C'est exactement ce que nous souhaitons, c'est notre but. C'est la grande cause. » Et là, on voit l'échelle micro, macro. À l'échelle individuelle, maintenant, il y a la grande cause à l'échelle macro, l'universel. Et le mot que vous méprisez, donc le mot patriotisme, et le mot que vous méprisez a aussi signifié sacrifice, courage, constance et souffrance. Papa, donc papa, c'est une figure qui est très importante pour Antonia. Et là, Martin Decoux l'interrompt au moment où elle dit papa qui, 3 points de suspension, et Martin dit à labourer la mer. Interrompi Decoux, baissant le regard. Donc Martin, au fond de lui, reste toujours sceptique. Maintenant, je vais passer à Henri de Monterland. Donc, ce texte-là, c'est 1904. Et là, cette fois, Henri de Monterland, on est au milieu des années 60, en 1966, quand est publié ce livre. Et là, un passage où, de la même manière, on va retrouver Simon Bolivar. De tout ce qu'a fait Pompée, donc là on est dans l'Antiquité romaine, de tout ce qu'a fait Pompée, il n'est resté qu'un théâtre. De tout ce qu'a fait Malatesta, il n'est resté qu'une église, d'ailleurs fausse, puisque détruite par les Américains et rebâtie fausse par eux. Et là, il met entre parenthèses le rewriting, la réécriture. Cisneros n'a même pas laissé une université, car celle qu'il avait fondée a été supprimée après sa mort. Des noms de ces 3 personnages, seul celui de Pompée est resté. Pas un dictionnaire qui ne le traite d'idiot. Encore n'est-il pas resté parce qu'il l'avait fait, mais à cause de son pérenni, au nom duquel le sien demeure associé. Et là, Monterland fait référence à Bolivar. Bolivar disait, à la fin de sa vie, « Nous avons labouré la mer. » Voilà, j'arrête là le passage. Donc, on voit que, voilà, comme je vous disais, deux auteurs, l'un britannique d'origine polonaise, né en Ukraine, et l'autre français, à 2 époques différentes, citent Simon Bolivar pour exprimer leur scepticisme quant à la lutte politique, la lutte sociale et la lutte pour le progrès et la révolution. Voilà. Mais bon, on va pas se laisser abattre, et puis on va quand même continuer la lutte, hein. Et puis, je vous engage vraiment à lire, hein. Continuez à lire et lisez Conrad, lisez Monterland et puis intéressez-vous à Bolivar, c'est l'occasion. Allez, à bientôt.